Alors, ça c'est une première exigence, donc. Deuxième, assimiler des connaissances dans différentes disciplines, essayer de comprendre comment ces connaissances s'articulent entre elles. Bon, ça c'est également du boulot. Ça prend du temps. Troisièmement, prendre conscience des présupposés anthropologiques que l'on a intériorisés à son insu, à commencer par la conception occidentale de l'homme et de la société, confronter cette présentation collective à celle qu'ont adopté d'autres cultures. Ça, c'est devenu nécessaire aussi. Hein. On n'est plus au temps de la colonisation triomphante où l'Occident croyait dominer le monde entier. Alors, quatrièmement, bien sûr, comme dans tout travail scientifique, élaborer des hypothèses et les mettre à l'épreuve des faits. Bon. Et cinquièmement, ces faits étant pour une part de nature subjective, bah oui, puisqu'il s'agit d'êtres humains, alors c'est aussi bien le chercheur lui-même. Ces faits étant pour une part de nature subjective, il est nécessaire pour les appréhender de suspendre son jugement sur les autres et sur soi, jugement qui habituellement comporte une bonne dose d'auto-justification. Les jugements qu'on émet sur soi-même, même classiquement des jugements d'auto-justification. Bon, pas uniquement, on peut quand même faire des efforts pour sortir de cette propension. Enfin, quand deux enfants se chamaillent, chacun dit que c'est l'autre qui a commencé. Et chez les adultes, c'est pareil. C'est typiquement un exemple de jugement sur soi, qui est un jugement d'auto-justification. C'est pas moi qui fais ça, non, c'est l'autre. Donc, si on s'efforce d'approfondir l'expérience que l'on a des autres et de soi-même, on risque justement de déstabiliser l'image de soi à laquelle on tient, d'ébranler la croyance naïve et rassurante que l'on sait ce que l'on est. Bon. Évidemment, il y a pas mal d'autres questions, on peut évoquer ça au passage, que curieusement, on préfère aborder de manière non scientifique. Par exemple, la controverse sur le voile islamique. Ça fait quand même 30 ans que ça dure. Hein. L'impression d'un truc qui tourne en rond, là. Bon. Alors, il pourrait y avoir une démarche inspirée, en tout cas de l'esprit scientifique, consisterait à investiguer de manière un peu méthodique auprès des personnes concernées, pourquoi, etc., tout ça. Bon. Ça veut dire de parler avec ces personnes, leur demander, etc. En général, les discours sur le voile islamique, c'est quelqu'un qui parle des personnes qui portent un voile ou qui n'en portent pas, mais c'est pas quelqu'un qui a parlé avec des personnes qui portent un voile ou qui n'en portent pas. Et tant qu'on reste évidemment dans ce minage où on va porter des jugements soi-disant judicieux sur le comportement des autres, bon, évidemment ça peut tourner en rond indéfiniment. On a là un exemple justement de ce genre de jugement d'auto-justification. L'important dans le fond c'est d'en retirer la conviction que nous on est quand même mieux, hein, on est quand même mieux que ces braves femmes qui baladent avec un voile, quoi. Alors, un autre exemple dans un champ très différent, ce sont la façon dont il est fait usage de la culture philosophique dans la dissertation. La dissertation est même au-delà dans des essais qu'on peut faire à l'université. Tel grand philosophe dit que, tel autre philosophe dit que, oui, bon, mais, oui, peut-être, sans doute. Le présupposé avec lequel il est difficile de rompre, c'est que leurs positions sont forcément respectables, même si elles sont contradictoires, elles sont respectables puisque c'est quand même des grands philosophes. Donc, si vous êtes étudiant en philo et que vous dites, bah oui, mais
telle philosophie il a raison et tel autre il a tort. Alors là, c'est pas possible. C'est pas possible, ça, on peut faire ça en physique ou en biologie. On peut dire, bah oui, on peut dire Kepler, ces trois lois de Kepler, c'est très bien, mais ce qu'il raconte sur les orbes des planètes les unes par rapport aux autres, et la soi-disant régularité qu'il y aurait, tout ça, ça ne tient absolument pas debout. Donc, voilà. La question est réglée. Mais la culture philosophique, c'est une culture, justement. Donc, tout est bien, quoi. Tout est bien. Ça n'aurait pas plus de sens d'envoyer promener un philosophe au nom du vrai et du faux que si on dit oh, tel peintre, c'est voilà, Matisse, c'est bien, Bonnard, c'est de la merde. Mais, non, c'est pas possible, on ne peut pas non plus dire ça. On peut dire j'aime Bonnard, mais j'aime pas Picasso, mais pas. Voilà, parce que quand on a un héritage culturel, on le respecte, ce qui est très bien d'ailleurs. Donc on pourrait penser qu'une discussion qui ne débouche sur aucune conclusion nourrit chez les interlocuteurs un scepticisme désabusé, mais ça n'est pas ce que j'ai observé en tout cas. Des discussions de ce genre ont généralement pour effet, au contraire, de renforcer les présupposés communs qui sont sous-jacents aux différentes positions exprimées, de les entretenir et même de les renforcer. Bon, par exemple, pour revenir à l'exemple du voile islamique que je évoquais tout à l'heure, un présupposé qui est renforcé par la discussion, quelle que soit la position qu'on prenne, c'est que, d'abord, c'est une question essentielle. La question du voile islamique, c'est très important. Pourquoi c'est très important? Parce que c'est un sujet dont on parle. Pourquoi on en parle? Parce que c'est important. Donc, voilà. Et puis, bien sûr, quand même la supériorité de l'émancipation des femmes, etc. Donc, nous, occidentaux, on est mieux. Bon, d'accord. Donc, le fait qu'il y ait des positions très différentes, pour qu'il y ait des positions différentes, il faut qu'il y ait un accord sous-jacent, et un accord sur des présupposés. De même, dans les controverses philosophiques, la croyance, par exemple, dans la valeur de la pensée individuelle, de la capacité de penser par soi-même, etc., elle en sort toujours renforcée. Pour que deux affirmations s'opposent, donc, il faut bien qu'elles s'inscrivent généralement à leur insu dans un cadre commun, sans quoi bon, elles seraient tout simplement étrangères l'une à l'autre. Bon, ça c'est quand même important de repérer ça, parce que la structure des représentations collectives et la structure aussi des discours est profondément marquée par ça. Quand je m'initiais à la linguistique, justement dans les années 70, j'ai suivi le séminaire d'Oswald Ducrot à Espagne, à cette même école des hautes études. Et j'ai beaucoup appris en suivant son séminaire, en le lisant. Et il montrait comment, dans la structure d'une phrase, et d'une manière très convaincante, hein, c'est très clair, il y a une différence entre ce qu'il appelait le posé et le présupposé. Si je dis « Pierre ne fume plus », c'est une phrase qui figure dans ses écrits, si je dis « Pierre ne fume plus », ce qui est posé, c'est la cessation de fumer. Et donc, ce qui est présupposé, c'est que Pierre fumait. Et derrière le présupposé que Pierre fumait, évidemment, il y a le présupposé que Pierre existe. C'est chaque présupposé, en même temps, on appelle d'autres qui sont... Bon. Donc, vous avez une hiérarchie dont les éléments les plus conscients se trouvent dans l'élément focalisé, dans l'élément qui est posé. Ne fume plus. Et donc, si quelqu'un veut me contredire, il va dire « Ah, mais si, il fume encore. Si, il fume encore. » Et si, en revanche, quelqu'un s'opposait à ce que je viens de dire, non pas
au plan de ce qui est posé et au plan d'un présupposé, alors là, ça fait plus mal, parce que dans le fond, ça revient à dire ce que tu racontes ne tient pas debout. Si quelqu'un me dit, si je dis Pierre ne fume plus, et que quelqu'un s'oppose à ce que je viens de dire en me disant mais de toute façon, Pierre, il n'a jamais fumé, alors, tu racontes des conneries. Bon. Alors là, c'est plus humiliant pour moi, vous voyez. C'est plus humiliant parce qu'on s'en prend à un soubassement, du discours, et donc ma visée de pertinence, quand je parle, elle est sapée à la base, vous voyez. Donc, vous voyez, il y a une architecture précise dans les systèmes de pensée et dans les phrases qui les formulent. Donc, Oswald Ducrot m'a initié à cette analyse qui n'est pas sans rapport non plus avec celle d'Erving Goffman, vous savez, frame analysis, Erving Goffman. L'idée que quand des gens se rencontrent, discutent, etc., ils le font dans un cadre, il faut qu'il y ait un accord sur un cadre. Donc, les recherches spécialisées sont évidemment tout à fait indispensables, mais la démarche de recherche, elle implique elle-même certains présupposés. La mise en forme des résultats implique également des présupposés, des représentations de ce que sont l'être humain, la société, et donc des représentations qui sont tenues pour évidentes. Quand je dis Pierre ne fume plus, je tiens pour évident que tout le monde savait qu'il fumait. Mon interlocuteur, en tout cas, le savait. Les présupposés peuvent être non seulement, ils peuvent être évidents, ils peuvent être même impensés. Si on descend encore d'un étage en dessous, c'est pas seulement qu'on croit que c'est vrai, c'est qu'on n'a même pas conscience d'avoir cette croyance. Donc, les présupposés anthropologiques jouent un rôle fondamental dans toute recherche spécialisée en sciences humaines, que le chercheur en soit ou non conscient. Si on dit l'idée que j'essaie de formuler, c'est que la recherche en anthropologie générale est une recherche en amont doit essayer d'interroger des présupposés et lesquels ne sont pas forcément conscients. Et donc il y a soit c'est pas conscient, ou c'est conscient, mais donc considéré comme des évidences qui ont une portée universelle, mais qui sont peut-être des partis pris. Ou alors ça peut être des mots, ça peut s'agir de, c'est fréquemment le cas, des mots dont la pertinence, ou l'apparente pertinence, tient au fait qu'ils sont en usage, dans le monde intellectuel ou universitaire, de sorte que plus personne ne se demande quel fait justifie l'usage de ce mot. Par exemple, l'autre jour, je discutais avec quelqu'un, il me disait « Ah oui, telle personne me disait que voilà, l'universalisme c'est très important, et qu'elle est universaliste, etc. Et tout. » Alors, bon, voilà, l'universalisme, oui. Alors, ça veut dire quoi exactement? Quels sont les faits qui vont illustrer la pertinence de l'usage de ce terme, de l'universalisme? Ça devient flou, si vous voulez. Ça devient flou parce qu'un discours peut se maintenir à un certain niveau d'abstraction, c'est communément accepté dans une discussion intellectuelle. Quand un discours se tient à un certain niveau d'abstraction, les faits qui justifieraient l'usage d'un mot ne sont pas forcément évoqués. Donc, on flotte dans un relatif brouillard. Alors, l'universalisme, oui, il y a des choses universelles. Oui, alors évidemment, sur toute la planète, il y a des êtres humains. Alors, le fait que les êtres humains aient quelque chose d'universel, oui, bon.
en même temps, les êtres humains, ils ont des cultures différentes. Alors oui, qu'est-ce qui est universel, qu'est-ce qui n'est pas. Il y a un mot qu'on a forgé récemment, quand même, le mot pluriversalisme. Pluriversalisme, vous n'avez pas entendu parler de ça? Pluriversalisme. Pluriversalisme. Bon, parce que bon, il y a des gens qui se rendent compte que quand même la revendication occidentale, genre nous, on est porteurs d'universalisme, les petits gars, la déclaration des droits de l'homme, tout ça, prenez en note, c'est universel. C'est universel, donc ça veut dire pratiquement, c'est occidental. C'est occidental, mais ça vaut pour les autres. Donc si les autres ne l'acceptent pas, c'est qu'ils n'ont pas compris qu'il faut qu'ils s'y mettent. Alors, un esprit plus modéré, plus conciliant, va dire oui, mais il y a d'autres cultures, ils ont des modes de pensée différents, c'est pas forcément idiot. Ah oui, ben alors on va être pluriversaliste. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi le flexi-végétarien? Oui. Le flexi-végétarien. C'est pas mal ça. Flexitarien, pardon. Oui, c'est ça le mot. Flexitarien. Flexitarien. Pas mal. Donc pluriversalisme, alors vous voyez comment, moi j'ai rien contre l'abstraction, hein, mais il y a des abstractions qui sont forgées à bon escient, et puis d'autres, c'est un cache-misère. Et là, je trouve que c'est un cache-misère, parce que le fait que d'autres cultures ne pensent pas comme nous, bon, il faut regarder de près, quoi. Il faut regarder de près sur quel point les gens ne pensent pas comme nous. Est-ce qu'ils ne sont pas confrontés aux mêmes problèmes que nous, mais ils conçoivent des solutions différentes? Enfin, voilà, il faut regarder de plus près la chose. Alors, prononcer le mot pluriversalisme comme étant une solution à la pluralité des cultures, là, c'est la mentalité magique. Là. C'est la mentalité magique. C'est j'ai un mot, et voilà, tout est. Dis une parole et mon âme sera guérie. Bon. Donc, nécessité du regard non anthropocentré, plutôt non culturocentré, mais aussi si on pouvait avoir un regard non anthropocentré, ça c'est plus difficile, mais c'est quand même l'intérêt à mes yeux des sciences biologiques et de l'histoire de la vie sur cette planète. C'est-à-dire qu'il y a une histoire dont nous on est un certain épisode de cette histoire, mais elle a commencé très longtemps avant nous. Si vous vous racontez une histoire en commençant par le début, vous avez plus de chances de comprendre des choses intéressantes que si vous n'avez rien compris au début et que vous l'apprenez à la fin. Et donc, la biologie, pour ça, je trouve que c'est formidable. Cette histoire dans chaque étape, chaque nouvelle création, ces millions d'espèces de végétaux et d'animaux, est aussi imprévisible qu'indifférente en fait à l'humanité. Passer de la scène sociale à laquelle nous sommes habitués à celle qu'explorent les sciences de la vie, ça m'évoque le fait de, quand vous plongez avec un masque et un tuba dans une mer tropicale, d'un seul coup, vous voilà dans un autre monde. Vous nagez au milieu des poissons et des coraux qui vivent leur vie tout à fait étrangère à la vôtre, ils n'ont rien à faire de la vôtre. Mais pourtant, comme vous, ce sont des vivants. Ce sont des vivants. Vous êtes émerveillés, pas seulement par le tableau qui s'offre à vous, avec les formes ondoyantes et diversement colorées, mais dans le fond, vous vous sentez là vivant parmi d'autres vivants auxquels vous rattache une origine commune. Là, c'est quand même... C'est une expérience que, vous voyez, avec juste un masque et un tuba. Bon, il faut quand même aller dans une mer tropicale, parce que dans les mers tempérées, le spectacle est beaucoup moins coloré, beaucoup moins riche, beaucoup moins vivant. Bon, c'est un peu ce que le fait de plonger dans les sciences biologiques, ça apporte ce genre de choses. Plus on pénètre dans ces mondes qui se passent de nous, mieux on les connaît, plus l'apparition de l'Homo sapiens paraît surprenante, plus ces manifestations qui nous sont pourtant familières se révèlent étonnantes et difficiles à comprendre.
C'est pourquoi je pense qu'avoir à l'arrière-plan, présent à l'esprit, à l'arrière-plan que constitue l'histoire de la vie, ça peut être éclairant et stimulant pour des chercheurs en sciences humaines, et en tout cas pour la recherche en anthropologie générale. Autre difficulté encore à surmonter pour avancer en anthropologie générale, derrière la volonté d'étudier ce monde humain qui est toujours problématique et incertain et insatisfaisant, il y a évidemment, inévitablement, le désir de l'améliorer. Ah oui, parce qu'on est jugé parti, donc on est embarqué dans le truc, on voudrait que les choses aillent mieux quand même. Donc, l'urgence d'agir et de réagir ne nous pousse pas toujours dans le sens de la distanciation qu'exige l'esprit scientifique. Plus on est sensible à l'urgence d'agir, plus on fait fond sur ses convictions, et moins on est disponible pour investir dans la remise en cause de ce que l'on croit savoir. Ainsi, les chercheurs et universitaires politiquement les plus progressistes ne sont pas toujours les plus progressistes en matière de connaissances scientifiques. J'ai un champ d'observation dans ce domaine-là parce que je fréquente un mouvement qui s'appelle les convivialistes. Un mouvement très sympathique, comme vous pouvez l'espérer, qui a été développé à l'initiative d'un collègue sociologue qui s'appelle Alain Caillé, qui a longtemps dirigé la revue du MOS. Bon. Et alors là, oui, à la fois il y a un sentiment très louable, qu'il faut quand même faire quelque chose, quoi. Pas se laisser passivement, comme ça. Il y a une sorte de désorientation générale. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est très bien. Bon. Mais là, du coup, on a la plus grande partie de la clientèle, des membres de cette honorable société, association, comme moi, des universitaires, des intellectuels. Bon. Mais on observe là que il n'y a pas d'agenda scientifique dans ce mouvement. Moi, ça me pose un problème, mais bon, ça n'a pas l'air d'en poser aux autres membres de l'association. Renoncer à cultiver une curiosité scientifique désintéressée, pour moi, c'est un manquement à l'éthique professionnelle du chercheur. Et comme mon métier c'est d'être chercheur, qu'est-ce que je peux apporter, si je peux apporter quelque chose à la communauté, qu'est-ce que je peux apporter? Plutôt de la recherche, parce que il y a d'autres choses sans doute à apporter, mais que je suis incapable d'apporter. Donc, renoncer à chercher le vrai pour chercher le bien, c'est pas forcément une bonne idée. C'est quand même une idée très, 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 très largement répandue aujourd'hui. Voilà, le cours des choses dans lequel on est embarqué ressemble de plus en plus à cette fuite en avant, donc ça c'est inquiétant. Les esprits responsables réagissent, ils en appellent aux valeurs humanistes et morales, cherchent à fédérer les bonnes volontés, voilà, c'est très bien. Mais ça ne suffit pas parce que le fait même d'opposer ce qui doit être à ce qui est, ça a un effet pervers qui est que ça équivaut à laisser implicitement à la vision économiciste le monopole de la description de la réalité. Mais si vous dites voilà la réalité telle qu'elle est, c'est pas, ça va pas, c'est pas comme il faut. Donc vous vous rapprochez à l'idée qu'est-ce qui doit être, donc à des normes de type moral. En gros. Et du coup, si vous, ce que vous mettez en avant, c'est des normes de type moral, c'est comme si vous disiez à ceux, disons, néolibéral, la domination néolibérale, c'est comme si vous leur disiez, bon, vous vous occupez de la réalité, je ne conteste pas votre description de la réalité, simplement je trouve qu'elle ne fait pas de bien. Vous voyez, alors qu'en réalité, ce ne sont pas seulement l'immoralité ou l'hubris de l'argent roi qui font problème, c'est aussi précisément le fait que le discours qui accompagne l'économie marchande s'impose et se légitime comme description adéquate de la réalité.
massivement, massivement. On vit dans une société dans laquelle la description de la réalité incombe au discours économique. La preuve, c'est que les hommes politiques s'adossent constamment pour justifier leurs décisions, ils s'adossent au discours économique. Ça n'a pas toujours été le cas, hein. Ça n'a pas toujours été le cas. Pendant des siècles, l'homme politique s'adossait au discours religieux pour justifier qu'il faisait bien ce qu'il fallait faire. Donc, la question, une question d'anthropologie générale, qu'est-ce qui nous fait vivre? Qu'est-ce qui nous fait vivre, nous, êtres humains? Est-ce que c'est vraiment l'économie marchande qui est nécessaire et suffisante pour nous faire vivre? Ou est-ce qu'il y a d'autres types de biens qui sont nécessaires pour que nous ayons une vie décente? Vous voyez, on n'est pas dans le moral, là. On n'est pas dans la morale. On est dans une description de ce qui fait la vie des gens. Et donc, à approfondir cette description, je pense que c'est une tâche importante aujourd'hui. Il y a des personnes qui, on voit autour de moi, qui s'interrogent l'homo economicus, est-ce que vraiment l'être humain c'est un homo economicus? Ah non, l'être humain n'est pas un homo economicus, parce que l'homme est aussi un être de relation, capable d'empathie, porté à l'altruisme et au don. Alors, effectivement, il y a des observations qui vont dans ce sens et qui offrent de bonnes raisons de contester la prévalence de l'homo economicus. Et ces observations pourraient donc constituer un point de départ pour une enquête scientifique d'anthropologie générale, mais à quelques exceptions près, ce n'est pas ce que je vois autour de moi, ce n'est pas ce qui se passe. Pourquoi? Parce que le constat que l'être humain est relationnel, que les liens qui le rattachent aux autres sont vitaux pour lui, etc., se transforme très vite en un argument moral. On passe très vite de la description et de la recherche d'une meilleure description à un prêche sur ce qui serait bien. Et donc, un fait qu'on a, ce caractère relationnel de l'être humain, qui, effectivement, il y a beaucoup d'observations qui justifient qu'on voit les choses de cette façon, ça vire à l'idée que c'est formidable d'être relationnel et vraiment, voilà, donc, tout s'arrangerait si les gens voulaient bien comprendre qu'ils sont des êtres relationnels et pas seulement des homo economicus. Bon, mais tout ça, c'est vaseux parce que si vous revenez au XVIIe siècle, vous avez des esprits au XVIIe qui se sont dit mais les êtres humains sont trop relationnels. Ils sont trop relationnels, ils sont pris dans des relations qui font qu'ils déconnent. Ce qu'on appelait à l'époque les passions. Le duel, par exemple. Le duel. Voilà. Les gens qui se battent en duel, c'est vraiment des individus relationnels. Hein. C'est-à-dire, toi tu m'as regardé d'un sale œil, tu m'as dit un mot de travers, donc on va s'en expliquer demain dans le pré au clair à 6h du matin. Bon, la lutte contre le duel, ça a duré 17e, 18e, encore début 19e. Hein, c'est pas rien, hein, cette histoire-là. Donc, des tas de jeunes gens de la meilleure société sont passés de lit à trépas sans aucune raison valable. Le grand mathématicien, comment il s'appelait? Hein? Voilà, Tibéris Galois, un type qui avait 20 ans, quoi. Le mec, ça, il meurt le lendemain. Bon. C'est cette manie des duels, hein. Quand j'étais enfant, ma mère me racontait souvent que son propre grand-père, qui était un officier, était vraiment un mec, c'était vraiment un dur de dur, et il avait eu 14 duels dans sa vie. 14 duels. Elle n'en tirait pas la conclusion que c'était un gros con, mais franchement, bon, il faut s'interroger. Donc vous voyez, la réaction, ça a été mais si les êtres humains pouvaient être un peu indifférents les uns aux autres, ça serait quand même beaucoup mieux. Ça serait quand même beaucoup mieux. Et donc,
c'est de cette façon que de bons esprits se sont dit, mais l'intérêt économique, c'est une passion, mais en même temps, c'est une passion qui peut être raisonnable. Parce que les gens peuvent, intérêt bien compris, bon ben voilà, on va pas se prendre le chou avec l'autre, on discute, et puis voilà, on négocie, on fait des affaires. Voilà, alors, c'est quand même intéressant de voir que cet aspect-là, on ne veut plus le voir aujourd'hui. On dit si on est relationnel, c'est formidable. Alors que, donc, il y a 200 ans, on disait être relationnel, ça pose quand même des sacrés problèmes. Et là où ces esprits de la fin du 18e, début du 19e voyaient, disaient, bah, si les gens peuvent cultiver l'intérêt bien compris, ça va aller mieux. Alors nous, au contraire, on dit, ah, mais si les gens ne cultivent que l'intérêt bien compris, alors ça ne va pas du tout, parce que c'est l'égoïsme qui domine, etc. Voilà. Donc les liens interhumains, l'expérience montre que ils peuvent être très puissants dans le bon sens et dans le mauvais sens. La méchanceté, l'envie, le désir de vengeance, de domination, ce sont des passions relationnelles. Ce sont des passions relationnelles. Elles sont destructrices. Bon. Du coup, l'enquête qui devrait se poursuivre en vue d'un gain de connaissance et de vérité sur, pour prendre en compte tous les aspects de l'individu relationnel, bon et mauvais, cette enquête, souvent elle tourne court. Voilà. L'indication du lien se suffit à elle-même, elle tient lieu de vérité. Voilà, quand on passe comme ça, prématurément, du niveau descriptif au niveau prescriptif. C'est le prêche humaniste hein, qui semble comme si ça devait suffire. Mais bon. Voilà, alors je plaide de cette façon pour non arrêter de prêcher, essayer de creuser la réalité, c'est plus austère, c'est plus emmerdant, mais c'est ça qu'il faut faire. Dernier point, dernière difficulté, celle-ci sans doute insurmontable, elle est liée à quelque chose que j'ai mentionné tout à l'heure, c'est-à-dire que pour progresser dans la connaissance de l'être humain, il faut ce qui entre en jeu, c'est l'expérience que le chercheur a ou n'a pas des autres et de soi, et également le retour sur soi qu'il fait ou qu'il ne fait pas, sur cette expérience. Donc là, on rentre dans les aléas biographiques du chercheur. Et on ne peut pas complètement éviter qu'une recherche en anthropologie générale, et même beaucoup de recherches d'ailleurs en sciences humaines, impliquent inévitablement les aléas biographiques du chercheur, puisque les compétences qu'il va mobiliser pour comprendre un phénomène humain ont été soit stimulées, soit au contraire freinées par l'expérience qu'il a ou qu'il n'a pas en matière de relations humaines, et le fait qu'il ait fait retour ou qu'il n'ait pas fait retour sur ses expériences. Parce qu'on peut avoir vécu des expériences importantes, fortes, et les laisser derrière soi. Hein. C'est très fréquemment une réaction qu'on peut avoir. Il y a des gens qui se sont interrogés sur le fait que pendant la guerre de 14, il y avait des sociologues qui ont connu, qui ont traversé la guerre de 14. Donc, là, ils ont été mêlés à une expérience humaine extrêmement violente, une expérience humaine stupéfiante, totalement imprévue, que personne n'imaginait que ça allait être ça. Ça allait passer tout ce qu'on a imaginé comme horreur. La guerre s'arrête, ils reviennent à leurs chères études, silence radio. Non, hein. Marcel Mauss, d'autres, hein, donc on peut vivre des expériences très fortes sans en tirer
qu'en tant que chercheur, on se sente spécialement porté à réfléchir là-dessus. Donc la question du retour sur l'expérience est importante. L'expérience elle-même, avoir une expérience relationnelle, si, bon, je ne vais pas vous raconter ma vie, mais il y a forcément des aléas dans ma vie qui jouent un rôle très important dans le travail que je fais. Et pourquoi j'ai vécu 2 ans au Maroc quand j'étais jeune? Ça s'est trouvé comme ça aurait pu ne pas se produire. Simplement, une fois que j'ai vécu 2 ans au Maroc, je ne suis plus le même. Je ne vois plus les choses de la même façon. Ah oui, forcément, à moins d'être complètement imperméable, ça change des choses. Voilà, le fait d'avoir séjourné en Asie du Sud-Est, ça, ah oui, d'avoir fait cette expérience et d'avoir essayé quand même de l'approfondir par des conversations avec des gens de ces pays, des lectures, etc. Ça change beaucoup de choses. Le fait que je sois né dans une famille où le poids de la névrose était assez lourd. Bon. Je ne suis pas le seul. Alors là aussi, il y a ou bien on fait cette expérience mais on ne veut plus en entendre parler, donc finalement ça ne servait à rien, ou bien on fait cette expérience, on se dit, ben oui, quand même, tant qu'à faire en baver, autant que ça serve à quelque chose, donc essayer de réfléchir à qu'est-ce que c'était, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que j'ai vécu, éprouvé, etc. Ben oui, donc dans mon cas ça a joué un rôle, même un rôle essentiel, parce qu'en plus, non seulement il y a ce contexte familial, mais j'ai connu d'assez près au moins deux personnes qui se sont révélées psychotiques, et croyez-moi, c'est pas de la rigolade, hein. Pas de la rigolade. Ça vous met en face, si vous êtes vraiment... Il y a un type, un thérapeute qui a travaillé avec des psychotiques, qui s'appelle Harold Searles, qui a écrit un livre, L'effort pour rendre l'autre fou. L'effort pour rendre... Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Il voulait dire que travailler avec un psychotique, lui, en tant que thérapeute, il fallait baliser parce que le gars essaie de vous déstabiliser, le gars ou la femme essaie de vous déstabiliser. C'est la personne qui va mal, comme ça, mais tellement mal, si vous voulez, ce sont des gens qui n'arrivent pas à exister, vraiment, et donc il n'y a qu'une solution pour eux, c'est de détruire l'autre. C'est une manière d'exister. C'est la seule qui leur reste. Alors, non, forcément, ils y vont. Jean-Claude Roman, qui va être mis en liberté provisoire, peut-être, prochainement. C'est l'exemple d'un gars, on n'est plus dans la névrose, vraiment, le degré au-dessus. Bon, alors là, comme expérience humaine, le contact avec ce genre de gars, personne, alors c'est pas comme si on a fait normal sup, c'est tout à fait autre chose. C'est un autre genre de. Bah oui, c'est autre chose. C'est autre chose. Alors, évidemment, ça ne peut pas figurer au programme de normal sup. Essayer de fréquenter de près un psychotique, ça va vous instruire. Non, c'est pas possible. Parce que ça, c'est un aléa biographique. Ça se passe ou ça se passe pas. Bon. Ils en fréquentent. Bon, ben, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Donc, je vais poursuivre. C'est le 4 décembre, c'est ça, la prochaine. Oui, c'est le 4 décembre. Non, le 5. Non, c'est 4. Le 4, pardon. Le 4 décembre, oui. Je vais poursuivre et je poursuivrai sur ce que j'ai annoncé dans le programme, c'est-à-dire la question de la fonction des cultures humaines. Parce que les cultures humaines ont essentiellement une fonction d'adaptation, une fonction utilitaire, est-ce qu'elles ont d'autres fonctions, pourquoi, comment, etc. Voilà, c'est une question d'anthropologie générale.
j'embrayerai là-dessus la prochaine fois.